Au nom de Dieu, clément et miséricordieux, que le salut de Dieu soit sur le sceau des prophètes, le très vénéré Mohammed, sur sa descendance ainsi que sur tous les divins prophètes. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous regardez la chaîne internationale Sahar depuis Téhéran, capitale iranienne. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les dernières évolutions, en effet, sur ONU, dans le cadre du sommet G8 qui s'est achevé mardi dernier en Irlande du Nord. Le sommet du G8 s'est achevé ce mardi en Irlande du Nord, sans atteindre évidemment un résultat positif, et les 8 plus grandes puissances du monde n'ont pas réussi à avancer significativement dans le dossier de la Syrie. Les différends intenses entre la Russie et des autres membres du G8 ont lourdement pesé sur le dit sommet. L'opposition explicite du président russe Vladimir Poutine à la décision d'Europe et des États-Unis d'envoyer des armes aux rebelles en Syrie était l'un des points de divergence au sein du sommet G8. Pour le président Poutine, l'envoi d'armes aux opposants en Syrie ne signifie que l'implication de l'Occident dans les crimes sans précédent perpétrés par les terroristes en Syrie. Alors, les membres du G8 ont insisté sur le principe de la tenue de la réunion de la conférence de Genève 2 et l'accès à une solution pacifique en Syrie. C'est vrai que la crise syrienne n'est pas une crise de type national. Parmi les rebelles syriens, il y a de nombreux terroristes étrangers et en effet, en particulier, ce sont quelques pays de la région soutenus par l'Occident et l'entité sioniste qui s'ingèrent manifestement dans les affaires de la Syrie. C'est vrai que les ennemis de la Syrie ont notamment l'intention de détruire l'axe de la résistance dans la région. C'est sur ce thème, G8 et la question syrienne, que nous allons parler avec vous aujourd'hui en présence de nos deux chers invités que je vais présenter dans quelques instants. Merci beaucoup d'avoir choisi la chaîne internationale Sahar. Manouchev Kelarestari, expert iranien des questions internationales, est avec moi sur ce plateau. Monsieur Kelarestari, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et bonjour. Bonjour à vous et tous les téléspectateurs et je vous remercie d'avoir invité à cette émission. Je vous en prie. Monsieur Kelarestari, avant de nous lancer dans le vif du débat d'aujourd'hui, si vous êtes d'accord, nous allons ensemble voir un reportage justement qui traite le thème de l'émission d'aujourd'hui. Ensuite, on se lance dans le débat. Je serai à votre disposition. Merci. Apparemment, le reportage. La France et d'autres pays occidentaux se sont engagés à soutenir les opposants syriens. Actuellement, à cause des échecs cuisants subis par les opposants syriens, et leur impuissance pour renverser le gouvernement de Damas, les Occidentaux devraient répondre à une question majeure. Comment l'Europe entrera-t-elle en interaction avec les opposants syriens? Voilà la question majeure qui se pose. Jusqu'à présent, dans l'histoire internationale, rares sont les groupes politiques opposants aux gouvernements arabes qui bénéficient, à l'instar des groupes opposants syriens, du soutien des pays occidentaux, notamment la France et la Grande-Bretagne, qui se consacrent leur politique étrangère à les soutenir. Notamment la France qui a accepté la responsabilité du dossier des opposants syriens et a mis en avant l'affaire de soutien des rebelles au sein de toutes les instances internationales, depuis le Conseil de sécurité de l'ONU à l'Union européenne. Dans cette démarche, Paris n'a pas fait l'exception à la règle pour soutenir le groupe terroriste du Front al-Nusra commettant des crimes horribles contre les citoyens sans défense syriens. De même, la France a officiellement entamé la formation des opposants syriens en Jordanie et dans certaines bases militaires dressées au Qatar.
Au cours de sa visite au Qatar et en Jordanie, le président Hollande a mis dans son agenda le soutien supplémentaire aux groupes terroristes en Syrie. Paris a également procédé à livrer les équipements de télécommunications sophistiqués aux opposants syriens dans le nord de ce pays qui compte les équipements de télécommunications satellitaires. Les groupes terroristes bénéficiant de ces moyens ont réussi à détecter directement via les satellites des agissements de l'armée régulière syrienne, des obstacles et des patrouilles et des plans de son déploiement, si bien qu'au début de leur guerre contre le gouvernement de Damas, les opposants syriens ont accédé au succès sur le plan de renseignement et dans les conflits contre le gouvernement syrien. Depuis de la crise syrienne, la France a essayé de désigner ses stipendiés au sein des groupes d'opposition syrienne, notamment au sein de la coalition des opposants. Or, Paris a mis en place ces stipendiés au sein de toutes les délégations, les conseils et les coalitions créées par le Qatar. Burhan Ghalion, ayant la nationalité française, a été le président du Conseil national syrien CNS. De même, lorsque Burhan Ghalion présidait le CNS, Basma Koudmani, elle aussi de nationalité française, était pendant 6 mois le porte-parole du CNS. Loin de ce fait que la France accueillait la plupart des groupes d'opposition syrienne, Paris a balisé le terrain à la fuite du général Manaf Tellaz. C'étaient des agents des services secrets français qui avaient permis la défection début juillet 2012 du général Manaf Tellaz, numéro 3 de la garde républicaine. Il a été pris en main par un groupe du service d'action de la DGSE avant de quitter le Liban par la mer à destination de Chypre, selon sources proches du dossier. Selon le responsable français, Paris a renoncé à accueillir Manaf Tellaz pour s'approcher de Michel Kilo, dissident syrien, afin d'obtenir la part égale à égale avec les frères musulmans en Syrie au sein de la coalition des opposants syriens. Dans cette conjoncture, la réunion du G8 a été fortement affectée par l'opposition entre la Russie et d'autres pays. Au cours de ce sommet, le président Poutine a vivement mis en garde contre la décision de l'Occident à soutenir militairement les rebelles syriens, la réaction qui a montré que le chef de l'État russe ne jettera pas l'éponge à soutenir le gouvernement d'Assad. Midi moins 20, c'est à Téhéran, capitale iranienne. Vous regardez la chaîne internationale Sahar, émission hebdomadaire une semaine. Nous allons discuter du sommet G8, ses résultats. En effet, la tenue de ce sommet a été en quelque sorte monopolisée par la crise syrienne. Manichek El-Arestari est avec moi sur ce plateau. Également, nous sommes en contact direct par satellite avec Olivier Lemoine, porte-parole du Parti solidaire français. Monsieur Lemoine, si vous m'entendez, bonjour. Bon, apparemment, notre contact n'est pas encore établi. Il y a un problème technique. Bon, on commence le débat avec M. El-Arestari, expert iranien des questions internationales. M. El-Arestari, apparemment, presque dès le départ, en ce qui concerne la crise syrienne, il existe des divergences de vues très profondes entre Moscou et les capitales occidentales. Quelles sont, à votre avis, les raisons de ces divergences de vues? Pourquoi Moscou, et notamment la personne de M. Poutine, s'oppose au plan de l'Occident pour la Syrie? En fait, s'il se met d'accord avec le plan d'Occident, l'État qui existe, il va perdre totalement son contrôle sur la Syrie. Parce qu'en ce moment, il a une bonne relation avec le gouvernement syrien. Il veut insister, en fait, pousser le gouvernement syrien dans une position de force au cas où il y a une négociation entre les opposants et le gouvernement syrien. La position de M. Assad et en fait, le gouvernement soit assez confortable. Parce que si on se réfère à ce qui s'est passé en Libye, en fait, la Russie a perdu totalement le contrôle de la situation. Mais dans ce conflit, en fait, il faut garder un petit peu le contrôle et donner la force au gouvernement syrien pour qu'il y ait, s'il y a une
négociation, la position de la Russie par le biais du gouvernement soit assez forte et soutenue. Merci beaucoup, Manuel Kelarestari. Nous allons à Paris. Olivier Lemoine, est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Oui, bonjour, je vous entends très bien, oui. Merci. Olivier Lemoine, porte-parole du Parti solidaire français. Monsieur Lemoine, depuis en effet le début de la crise syrienne, nous sommes témoins en quelque sorte des ingérences de certains pays, sans parler du Qatar ou de l'Arabie saoudite ou notamment de la Turquie, dans les affaires syriennes. Certains pays occidentaux, dont à leur tête les États-Unis, dès le départ, ils ont soutenu les rebelles qui mènent des activités terroristes. Qu'est-ce que cherchent ces pays étrangers, notamment occidentaux, en Syrie? Oui, alors la carte occidentale, si vous voulez, en Syrie est relativement claire. Ils sont en train de nous répliquer ce qui s'est passé en Libye de façon assez catastrophique. Donc là, cette fois-ci, eh bien, les Occidentaux sont les nouveaux va-t-en-guerre aux ordres de Washington, qui, lui, électoralement parlant, n'a plus la possibilité de s'exposer de façon directe au Moyen-Orient. Donc pour cela, il a mis la pression sur ses partenaires occidentaux, tout particulièrement la France d'ailleurs. Et donc la position française consiste à fournir de la logistique et puis des moyens techniques et puis des armes donc à des organisations, on le sait, terroristes, en vue de renverser le pouvoir souverain en place et les institutions. Donc l'enjeu, si vous voulez, il est relativement simple. Il faut déstabiliser le régime syrien afin de pouvoir briser l'arc de résistance qui existe au Moyen-Orient et qui fait barrage à l'hégémonie impérialiste qui, bien entendu, a l'intention de s'accaparer les richesses ainsi que les instruments de pouvoir en place. Merci beaucoup, Olivier Lemoine. Restez avec moi, j'aurai d'autres questions à vous poser. Bon, je reviens à vous, Manuel Kelarestari. Ces dernières semaines, notamment lors du sommet de G8 en Irlande du Nord, lundi, les dirigeants européens et également le président américain Barack Obama ont mis l'accent sur l'envoi d'armes, de plus d'armes à destination des rebelles en Syrie. Alors que M. Vladimir Poutine, le président russe, s'est nettement opposé en effet à cette proposition des Occidentaux. Quels seront, à votre avis, les impacts négatifs de l'envoi d'armes à destination des terroristes en Syrie? En fait, ces derniers semaines, en fait, le gouvernement syrien a pris beaucoup de positions qui avaient perdu dans le pays. Et si, disons, les pays occidentaux envoient les armements vers les opposants, en fait, cette balance va être basculée et éventuellement, ces opposants peuvent, on peut penser qu'ils peuvent reprendre quelques régions et, en fait, la balance dans les négociations qui vont se passer éventuellement dans les mois et les semaines prochains va être en faveur de ces groupes qui sont soutenus par les Occidentaux. Donc, cette prise de position va passer par, disons, les confrontations, les guerres et surtout les gens, surtout les civils qui vont être victimes de ces conflits. Et je pense qu'il y a des morts et des fuites de personnes, des émigrations vers les autres pays qui vont se passer encore dans les semaines prochaines. Alors, en quelque sorte, on peut dire que la Russie est contre la poursuite de cette guerre civile, de ces affrontements sur le territoire syrien, alors que l'Occident, en quelque sorte, cherche à faire poursuivre ce drame en Syrie. Merci, Manuel Kelarestari. Monsieur Olivier Lemoine à Paris, est-ce que vous croyez qu'avec l'opposition de la Russie, la crise syrienne a cette chance d'être en effet réglée d'une manière pacifique? Oui, alors effectivement, je dirais tant que
tant que la voix de la Russie se fera entendre de façon forte, avec la possibilité d'équilibrer justement le rapport de force, effectivement, il y a des chances que le pouvoir syrien soit maintenu en place. L'enjeu, si vous voulez, pour la Russie, il est clair. Il faut que les souverainetés au Moyen-Orient subsistent, parce que si s'instaurent des régimes qui sont téléguidés par des groupements terroristes, avec des situations de chaos plus ou moins réglées, eh bien, ce sera la porte ouverte pour des actions dans le Sud-Caucase et une déstabilisation de ces régions en vue de s'accaparer soit les richesses locales, soit de s'accaparer des oléoducs et des gazoducs qui passent par ces routes. Donc effectivement, l'enjeu est éminemment stratégique pour la Russie. Il faut que les pouvoirs étatiques qui sont en place et présents soient maintenus afin que un certain rayonnement de la Russie continue à perdurer dans la région. Et stratégiquement, effectivement, Vladimir Poutine défend bec et ongle cette position, à juste titre d'ailleurs, puisqu'il sait ce que ça provoque, ce type de situation où le chaos domine. Donc il n'a pas envie que ça embrasse toute la région du Sud-Caucase. Et donc il opte pour une stabilisation, je dirais, du rapport de force dans la région. Et en particulier au nord, en tout cas, c'est la Russie qui entend maintenir une certaine forme d'hégémonie, disons. Merci Olivier Lemoine. Restez avec nous. Je vais poursuivre en effet le débat avec vous, M. Kelarestari, dans quelques instants. Vous regardez la chaîne internationale Sahar, émission hebdomadaire Une semaine. Nous parlons sur la crise syrienne et les dernières positions adoptées par les grandes puissances du monde au sein du récent sommet G8 en Irlande du Nord. Manu Kelarestari. En effet, l'un des ennemis majeurs considérables de la Syrie, du peuple syrien, du gouvernement en place en Syrie, c'est l'entité sioniste. Pour quelles raisons, à votre avis, la Syrie d'à présent en effet, constitue une menace, un danger pour l'entité sioniste? En fait, la relation entre la Syrie et, disons, le régime sioniste est très compliquée parce que en même temps, c'est une force qui s'oppose au régime sioniste, mais d'autre côté, en fait, peut-être avoir un pays stable à côté de l'Israël n'est pas si mal pour l'Israël non plus. En fait, ils préfèrent que le régime soit en place, mais qu'il ne soit pas très fort pour défendre ses intérêts et s'opposer à Israël. En fait, moi personnellement, je ne pense pas que, par exemple, le régime d'Israël vaut que la situation de la Syrie vraiment se transforme catastrophiquement. Il vaut que ce pays peut-être soit plus faible, mais la situation stable aussi pourrait intéresser le régime de sionisme aussi, parce que d'avoir un chaos et une situation de la guerre peut se propager facilement vers l'Israël et régénérer les conflits qui ont au point mort en ce moment pour des décennies. En fait, il n'y avait pas de conflit entre la Syrie et l'Israël, mais d'avoir une situation différente pour, disons, faire revivre ces conflits. Moi, je pense qu'il préfère un régime stable, mais faible. C'est très bien. L'antisioniste, dans toutes les conditions,
cherche à faire réaliser ses propres intérêts qui va souvent au préjudice des autres en effet, nations. Merci beaucoup. Nous allons à Paris. Olivier Lemoine. Monsieur Lemoine, certains analystes estiment que la Syrie s'est transformée en un champ de confrontation du type de la guerre froide entre l'Occident et la Russie. Qu'en pensez-vous? Oui, effectivement, on entend souvent cette version des faits. Bon, je pense que c'est un petit peu plus compliqué que ça. En réalité, on assiste surtout, à mon avis, à deux visions du monde qui s'affrontent. Et de toute façon, la Syrie représente un régime fort au Moyen-Orient, une étape indispensable pour que les sionistes puissent établir leur hégémonie sur toute la région. Donc ils ont toujours dit qu'ils voulaient créer le Grand Israël qui irait du Nil jusqu'à l'Euphrate. Bon, donc ce plan est entamé. Donc la Syrie c'est le gros verrou qu'il faut impérativement abattre, mettre en pièces ou organiser le séparatisme de différentes régions. Toutes les solutions sont possibles à leurs yeux. Ce qui compte, c'est que le pouvoir fort en place soit mis à bas. Donc c'est le but affirmé politique de cette guerre. Donc après, dire que c'est un conflit apparenté à la guerre froide, il y a une certaine forme de vrai. Maintenant, c'est surtout la lutte contre l'impérialisme sioniste et ses alliés. Je dirais face aux résistants, on va dire, moyen-oriental et russes. Donc qui sont en place. Donc effectivement, le but du jeu des sionistes est de détruire les nations souveraines du Moyen-Orient pour pouvoir établir leur hégémonie future. Donc pour cela, tous les moyens sont bons. Et cette guerre en fait partie. On sait très bien qu'il y a d'autres étapes qui sont intéressées par d'autres pays ensuite. Hein, ils veulent étendre le conflit au Liban et pourquoi pas l'étendre jusqu'en Iran. Ils sont capables de tout, on le sait très bien. Et heureusement, il y a une résistance forte qui existe de la part du peuple syrien et puis de la part de ses alliés sur le théâtre des opérations. Et nous croisons les doigts, on ne peut que se réjouir de la défaite des impérialistes jusqu'à présent, malgré le prix que ça a coûté au peuple syrien et le sacrifice. Mais bon voilà, en quelque sorte, ils ont perdu une première manche. Mais ils continuent à persévérer dans cette voie et à tenter d'armer des rebelles, à tenter de réorganiser un front de pseudo-résistance au gouvernement d'Al-Assad. Nous espérons que leurs entreprises échoueront. Merci. Olivier Lemoine, porte-parole du Parti solidaire français. Merci infiniment d'avoir participé à cette émission. Je vous souhaite une très bonne journée à Paris et au revoir. Merci à vous. Bonne journée également. Voilà, maintenant, c'est le temps pour un reportage envoyé pour nous à partir de Paris par notre correspondante, Madame Ahrari. Chers téléspectateurs de la chaîne internationale Sahar, nous sommes en présence de M. Wahabi, journaliste et réalisateur de la télévision française. Bonjour M. Wahabi, et tout d'abord je vous remercie d'avoir accepté notre invitation de la chaîne internationale Sahar. Monsieur Wahabi, quel est votre point de vue sur les différentes déclarations de M. Hollande en relation avec le G8? Avant le G8, M. Hollande, le président de la France, tenait des déclarations très agressives vis-à-vis de la Syrie, vis-à-vis de l'Iran. Et même vis-à-vis de la Russie, il a dit on va leur mettre la pression sur monsieur Poutine. Il voulait que les sanctions contre l'Iran soient relevées encore. Il ne voulait pas que l'Iran participe à la conférence Genève 2. Et il était prêt même presque à envoyer l'armée française. Déjà, on sait qu'il y a des agents
spéciaux de l'armée française en Syrie, mais il voulait renforcer cette action. Le problème, c'est que M. Hollande a des discours qui ne correspondent pas à l'économie et à la puissance militaire française aujourd'hui. Il vit dans un rêve du passé. Non seulement nous n'avons pas besoin d'ennemis nouveaux, mais nous avons besoin de notre argent pour régler les questions sociales graves que nous rencontrons ici en France. Alors, pendant le G8, il a parlé avec M. Poutine et puis il a parlé avec M. Obama. M. Obama sait quelle est la puissance militaire américaine. Il sait qu'ils doivent partir vite d'Afghanistan. Il sait qu'ils sont partis, comme on dit, la queue entre les pattes d'Irak. Alors, il n'a pas besoin d'un nouveau front en Syrie. Et M. Hollande a compris, c'est le petit toutou de son maître. Alors, les dernières déclarations consistaient à dire, oui, si l'Iran vient à la conférence à Genève au sujet de la Syrie, la conférence qu'on appelle Genève 2, eh bien, il vient. Il a changé de disque. Et il a dit, oui, on peut négocier avec le nouveau président iranien. Oui, on peut discuter. Moi, j'ai honte. En tant que Français, j'ai honte. J'aurais préféré qu'il dise ça avant le G8. Et qu'il garde son discours avant, pendant et après. Et là, je vois qu'il a changé son discours par la force des choses, par la force militaire sur le terrain. Et c'est dommage. Il a fait un camouflet à la France. Je vous remercie infiniment d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. C'était Madame Harari à Paris, correspondante de la télévision francophone de la chaîne internationale SAR. Voilà, Manouchev Kilaristari, vous êtes expert iranien des questions internationales. Nous étions en train de parler de la Syrie, du sommet G8 et ses résultats concernant la question syrienne. Nous avons quelques 2 minutes, M. Kilaristari. Quelle est votre perspective pour l'avenir de la Syrie? En fait, ce qui est sûr, finalement, le conflit doit être résolu par une négociation et que tous les deux côtés doivent être présents, toutes les forces intérieures, certainement les pays de l'extérieur qui sont importants et ils ont des liens particuliers avec la Syrie, aussi bien les opposants que le gouvernement, ils doivent être présents. Donc, quand on arrive à cette négociation, que j'espère qu'il soit le plus tôt possible, parce que si la situation continue de cette manière, en fait, il n'en reste plus rien du pays. Il faut que tous les deux côtés arrivent à un accord assez rapidement. Donc, dans cette situation, en fait, chacun essaye d'avoir la position de force et espérons que la guerre ne se propage pas trop. Et, les deux côtés essayent à trouver une solution assez rapidement, mais je pense que dans quelques mois, après la négociation de Genève, en fait, les deux côtés vont arriver à un compromis que ça soit bon pour la Syrie et la stabilité de la région et tout le peuple syrien. Et justement, concernant la voie négociée pour résoudre la crise syrienne, on parle déjà de la tenue d'une deuxième réunion de Genève, la réunion Genève 2. La plupart des partis se sont dit disposés à participer à cette réunion. La République islamique d'Iran apparemment sera l'un des participants à cette réunion. Mais jusqu'à maintenant, il paraît que ce sont les rebelles qui n'ont pas accepté de se présenter à cette réunion. Manouchev Kilaristari, je rappelle que vous êtes expert iranien des questions internationales. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie. Merci. Je tiens également à remercier Madame Afshar, réalisatrice, et son assistante, Mademoiselle Dokhtar. Au nom de tout l'équipage de Sahar, je vous souhaite une très
une très bonne journée. Au revoir et à la semaine prochaine.